Madame, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan, comme vous avez pris l'habitude avec nous, nous parlons de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, deux sujets retiennent notre attention. D'abord, nous allons parler de la rentrée parlementaire le 15 septembre. Les députés nationaux étaient à l'hémicycle pour cette rentrée parlementaire. Nous allons parler des enjeux de cette session de septembre. On sait que c'est une session essentiellement budgétaire, mais il y a aussi d'autres questions qui seront traitées pendant cette session de septembre. Nous allons également parler de cette marche de la coalition Lamuka, la marche du 15 septembre qui a été interdite par les autorités, mais organisée par, permettez la tautologie, les organisateurs de cette marche. Est-ce qu'il y a des gagnants? Est-ce qu'il y a des perdants pour cette marche? Nous allons en parler. Mais également, il y a une autre marche qui est prévue le 29 septembre, toujours par la coalition Lamuka. Et pour en parler ce soir sur ce plateau, nous recevons M. Rodrigue Mwamba qui nous disons bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Ce n'est pas votre première intervention sur ce plateau? Non, non, je crois que c'est la deuxième. La deuxième. Je rappelle que vous êtes porte-parole du regroupement Le Centre. Oui, le centre Germain Kambinga. Germain Kambinga. Vous êtes du FCC. Effectivement, nous sommes membres. Vous demeurez FCC malgré les autres fonds défection. Vous êtes toujours avec Joseph Kabila. Quoi, ça paraît, ça étonne. Non, nous avons choisi de ne pas aller dans cette voie de l'opportunisme et de la transhumance politique qui caractérise l'époque. Nous avons choisi la constance parce que nous estimons que le peuple congolais qui mûrit de cycle électoral en cycle électoral veut voir de la traçabilité et de la conviction dans les acteurs politiques. Après, lorsque, comme on dit en lingala, ceux qui mbissent landakaka et sikama et zochola, on comprend très bien qu'il n'y a pas de conviction, même dans ceux qui prétendent aujourd'hui adhérer à la vision du chef de l'État. Ils n'y adhèrent pas, ils sont là pour des intérêts politiciens que l'on connaît. Après, nous pensons qu'il y a quand même une sorte de colonne vertébrale qu'il faille préserver dans la pratique de la politique. C'est pourquoi nous avons choisi la constance et la constance de vue, la constance de vision, et non la transhumance et l'opportunisme. Vous avez choisi la constance de la vision au sein du FCC, vous le mouvement Le Centre, d'abord au sein de votre regroupement et puis au sein du FCC. Est-ce qu'avant de traiter nos sujets d'actualité, il y a une information? Non, je crois que la seule information que nous avons d'abord à donner par rapport au centre, c'est que de plus en plus, il y a de l'engouement pour le centre, de plus en plus de gens qui nous contactent parce qu'ils veulent adhérer, mais en interne déjà, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent. Comme nous le disions déjà, nous sommes dans le FCC, la branche qui est plutôt réformatrice, qui pensons qu'après l'échec des élections de 2023, l'élection présidentielle, après la débâcle au Parlement avec la perte de notre majorité parlementaire et aussi dans les assemblées provinciales, vous êtes en train de vous réorganiser. Nous pensons qu'il faut absolument réagir. D'abord pour s'amarrer à ce que veut le peuple aujourd'hui, ce que veut le peuple, réorganiser le FCC, le restructurer. Et nous pensons, nous avons demandé cela depuis des mois. Et maintenant, notre adresse au président ou camarade autorité morale du FCC est claire, c'est que nous pensons qu'il est temps de restructurer le FCC, mais surtout de lui donner un nouveau souffle en nommant Germain Kambinga comme coordonnateur du FCC. Nous pensons que c'est une façon de régénérer, de donner un nouveau souffle et de nous permettre de nous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus de lisibilité, mais surtout avec un programme aussi qui s'amarre à la volonté populaire. Vous voulez que j'aimerais signaler qu'il y a aussi son excellence Yves Kisombe qui nous a rejoint récemment et voilà. Il a rejoint le regroupement Le Centre. Le Centre, oui. Oui. Vous voulez que Germain Kambinga soit nommé coordonnateur du FCC. Pourquoi? Comme je l'ai dit, après toutes ces débâcles que nous avons connus, le FCC est resté sonné. Croyez-vous que c'est l'homme de la situation? Nous pensons que c'est l'homme de la situation parce que le FCC doit se régénérer, avoir un nouveau programme. Un programme plutôt attractif
qui nous permettent d'abord de rencontrer les aspirations du peuple par rapport à la justice, par rapport à son social, par rapport à la sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Mais aussi pour rassembler ce qu'il reste du FCC, nous pensons. Parce que le FCC, après toutes ces débâcles, nous sommes restés longtemps à faune. Il n'y a juste que à faune, et personne ne prend d'initiative. Nous pensons qu'il est temps... Il y a d'abord Néni Milana qui est coordonnateur du FCC. Je ne sais pas s'il a été suspendu ou pas. Il y a Raymond Tchibana qui a été nommé le numéro 1 de ce comité de crise. Mais où en sommes-nous? Nous pensons que ce qui est fait n'est pas assez par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce sont des enjeux d'abord de reconquête des cœurs des Congolais, ça c'est le plus important, mais aussi des enjeux électoraux. En vue des élections de 2023, il faut nous préparer. Nous, ce que nous amenons comme nouveauté, ce que nous pensons qu'il y ait un congrès du FCC pour avoir déjà un programme attractif qui rencontre les besoins du peuple. Ça c'est la première chose. Mais deuxièmement, c'est qu'il y ait déjà un candidat du FCC déclaré avec lequel nous serons déjà en train de cheminer, on n'est qu'à 2 ans des élections, c'est très peu 2 ans. Voyez-vous, c'est très peu 2 ans. Joseph Kabila nous a présenté Chadar il y a un jour de la clôture des dépôts des candidatures. Voilà, donc lorsque nous nous remettons en question, nous nous disons peut-être qu'il faille changer les choses aujourd'hui. Donc nous pensons que déjà, il faut qu'il y ait un congrès du FCC, une restructuration qui va mettre en œuvre cette restructuration, avoir un nouveau programme attractif, et aussi un nouveau candidat, je veux dire, aux élections de 2023, un candidat aux élections présidentielles, et nous préparer déjà aux élections législatives et provinciales. Ça, c'est un travail qui ne se fait pas encore. Nous pensons que le Congo ou le Congolais a besoin d'un sang nouveau. Peut-être pas jeune, parce qu'il n'est pas si jeune que ça, mais plutôt d'une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique pour aller de l'avant. Quitter l'étape des caciques, pour aller dans cette nouvelle dynamique au sein du FCC, pour nous permettre de nous mettre en cheval de bataille, en ordre de bataille pour les élections de 2023. C'est ça le plus grand enjeu. Il ne faudrait pas se leurrer, ce ne sera pas un cadeau. Nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, il faut nous regarder en face. Est-ce que nous pourrons, en toute sincérité et sérénité, dans l'état actuel des choses, aller aux élections et les gagner? C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que le reste de la famille de Joseph Kabila est rassemblée? Et si elle l'est, c'est derrière quoi exactement? Qu'est-ce que le FCC poursuit aujourd'hui en tant qu'opposition? C'est quoi notre programme? Quelle est l'alternative que nous présentons au peuple congolais? Ce sont là les questions auxquelles aujourd'hui les réponses ne se trouvent pas. Et Germain Kambinga, nous pensons, ce n'est pas sa volonté à lui, mais nous pensons au centre, beaucoup de mes camarades au centre le pensent. Et nous pensons qu'il faut qu'il soit... c'est lui qui est l'homme de la situation aujourd'hui pour reprendre le flambeau de la coordination du FCC. Voilà, c'est le docteur Rodrigue Mwamba qui est porte-parole du regroupement Le Centre. Le Centre voudrait que Germain Kambinga soit nommé coordonnateur du FCC. Je crois que le message est passé aux autorités du Front commun pour le Congo. Voilà, cette émission spécialement, nous allons la dédier aujourd'hui à Evelyne Nzale. C'est une brave femme, une téléspectatrice de Télé Plus, une matrice de cette émission autour du plan. Voilà, c'est Evelyne Nzale qui veut rendre les femmes du quartier Kingabwa autonomes. En tout cas, félicitations à elle. Rodrigue Mwamba, nous sommes en train d'évoluer. Nous parlons rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire, c'était le 15 septembre, comme d'habitude. On a vu que les députés étaient là. Le président de l'Assemblée nationale nous a brossé les matières qui seront inscrites pour cette session parlementaire. Il y a d'abord la matière principale qui est l'exercice, l'examen du budget, la loi de finances, oui, 2022. Mais il y a également certaines matières qui doivent aussi être inscrites. On parle entre guillemets, de la sécurité, la situation sécuritaire à l'est du pays. On parle de l'entérinement des animateurs de la CENI. On parle de la situation sociale. Vous, personnellement, ou vous engagez aussi les centres ici, quelles sont les matières en dehors de
la question de la loi de finances, quelles sont les matières qui semblent aussi importantes pour cette session? Non, comme vous le dites, la session de septembre, traditionnellement, et même selon la loi, elle est essentiellement budgétaire, comme nous le savons tous. Et d'ailleurs, c'est ici une occasion pour nous de saluer ce budget qui est évalué à 10 milliards de dollars. Et en tant qu'opposants, je l'avais dit dans ce plateau, nous ne sommes pas là pour voir le président de la République échouer. Ce n'est pas ça la question. Nous pensons que lorsque c'est fait pour le peuple, et que nous prétendons défendre ce peuple, nous ne pouvons que féliciter. Mais maintenant, c'est un défi plutôt. C'est comme ça que nous pensons. C'est plutôt un défi parce qu'il faudra mobiliser un peu plus de 800 millions de dollars tous les mois. Pour faire un budget de 10 milliards. Il faut dire que c'est un gros défi auquel ce gouvernement devra répondre pour l'année prochaine. Et nous pensons que le FCC ne peut pas être une entrave à cela. Je pense que le FCC plutôt surveillera tout ce qui peut, tous les comportements mafieux ou tous les mauvais comportements qui peuvent nous buter ou empêcher à ce que nous puissions réaliser cet objectif-là. Ça, c'est la première chose. Après, comme il y a d'autres matières, nous saluons d'ailleurs qu'on ait écarté la loi sur la Je crois que nous allons y revenir. Oui. Allons-y d'abord à l'essentiel. Mais après, il y a, comme vous avez dit, d'autres matières sur le contrôle de l'état de siège, mais nous pensons plutôt que maintenant il faudrait que le Parlement aille plus fort et exiger des résultats. Sinon, il faut lever cette histoire d'état de siège. Nous l'avions dit, depuis très longtemps, la vie civile elle est paralysée. L'administration civile est paralysée. On ne peut pas... l'état des sièges a pour vocation d'être une situation passagère et non pas s'inscrire dans la durée, ne pas se chroniciser. Donc à partir du moment où il y a cette sorte de chronicisation sans résultat, il faut s'interroger sur son utilité. Donc si, au cours de cette session, exiger des résultats ou la levée de l'état de siège. Parce que les résultats, eux, malgré tous les édulcorants communicationnels que met le gouvernement, ils se tardent à attendre. Et nos frères, nos sœurs qui sont... Quand vous parlez des résultats, qu'est-ce que vous insinuez? Les résultats sont simples. Les résultats, c'est simple. Parce que la communication des FARDC, même du gouvernement, parle des territoires qui sont récupérés, les ADF qui sont délogés, ça et là. C'est ça déjà les résultats. Je pense qu'il faudrait d'abord, lorsqu'on nous raconte qu'il y a des territoires récupérés, des ADF qui sont délogés, etc. Mais il faudra d'abord qu'on nous dise il y a combien de localités sont occupées par les ADF. Il ne faut pas le faire au pif. On récupère une localité, on communique. Il faudrait qu'on sache il y en a combien. Et qu'est-ce que l'armée compte faire pour les récupérer tous? Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, d'ailleurs, c'est la question la plus importante, c'est que pour évaluer l'état de siège, il faut partir de son objectif, qui est la fin ou la diminution sensible de tous ces massacres à l'Est, de toutes ces atrocités, les viols, les vols, etc., tout ce qui se passe à l'Est. Voilà, c'est ça le plus important. Et sur ce point de vue-là, les choses n'avancent pas, malheureusement. Et c'est avec peine au cœur qu'on le dit, c'est pas qu'on soit content que les choses soient comme ça, mais c'est avec peine que nous le disons. Et nous constatons que le gouvernement à la place, il fait plutôt de la communication. Ce que le peuple attend, ce n'est pas la communication. Le peuple, il attend des résultats. Et tant que ces résultats-là n'arrivent pas, je ne vois pas pourquoi on va continuer avec cet état de siège qui paralyse la vie civile. Mais qu'est-ce qui manque pour que ces résultats viennent? Jusque-là, il y a Vous savez, nous nous sommes toujours gardés, nous, d'être critiques envers les forces armées de la RDC. Voyez-vous, nous nous sommes toujours gardés de l'être parce que leur métier, nous estimons qu'il est extrêmement important, mais aussi délicat, et que lorsqu'ils sont engagés dans les combats contre l'ennemi, ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils ont plutôt besoin de notre soutien. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont les moyens nécessaires à leur je veux dire politique, mais à leur action. Oui. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Voilà, c'est ça les vraies questions qu'il faut poser lorsque nous parlons au Parlement. C'est ça les vraies questions qu'il faut que les parlementaires posent.
Est-ce qu'ils ont les vrais moyens? Est-ce qu'ils ont la stratégie? Moi, je n'ose pas le critiquer sur ce point de vue-là, mais est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition? Ils ont les moyens de l'action qu'ils doivent mener? C'est ça la vraie question. Après, est-ce que le gouvernement en fait assez pour leur mettre à disponibilité tous ces moyens-là? Ce sont les questions sur lesquelles, malheureusement, il persiste du flou. Et le public ne sait pas quels sont les moyens mis à la disposition des FARDC pour vaincre l'ennemi. C'est ça plutôt qui est malheureux. Et tout ce qui excelle jusque-là, avec ce gouvernement d'Union sacrée, c'est la communication autour de tout ça, qui s'apparente à une propagande d'État. C'est ce que nous disons. Donc à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien qu'on continue à faire de la propagande alors que les résultats ne suivent pas. Les résultats ne suivent pas sur le plan politique également. Il y a des dossiers, il y a des matières qu'il faudrait traiter. Entre autres, il y a la question de l'entérinement des animateurs de la CENI. À ce stade, jusqu'à aujourd'hui, les confessions religieuses ne parviennent toujours pas à trouver un consensus. Rodrigue Mwamba, qu'est-ce qui bloque? Non, nous l'avons déjà dit. La question de l'entérinement des membres de la CENI doit être un objet de consensus national. Vous savez, la démocratie que nous prônons au centre, c'est une démocratie où le consensus minimal est garanti sur des matières essentielles et sensibles de la nation. Je pense que tous nous devrions être d'accord lorsque le Congo est attaqué, nous devons être tous derrière nos forces armées, peu importe nos camps politiques. C'est ça le consensus national minimum que nous demandons, notamment sur la question des élections. Nous pensons qu'il faut les aborder dans un sentiment de consensus minimum national. Non pas une majorité qui veut utiliser les lois, utiliser la CENI à ses fins pour mettre de son côté les résultats électoraux de 2018. Donc vous estimez que le pouvoir en place veut s'accaparer de cette CENI pour fabriquer les résultats, entre guillemets? Voilà pourquoi nous le dénonçons. C'est que nous avons déjà l'impression que la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle intervient en dernier ressort au niveau du processus électoral, mais il y a la CENI qui est un point important, parce que c'est elle qui organise les élections et qui publie les résultats. Donc nous pensons qu'il y a un véritable bras de fer, nous ne pensons pas, c'est le cas, il y a un bras de fer aujourd'hui de la part de l'Union sacrée de pouvoir faire même base sur la CENI, n'est-ce pas, pour se l'approprier en vue de pencher la balance de leur côté lorsqu'on ira aux élections 2023. C'est ça le vrai problème. Et c'est cela que les catholiques et SCC ont dénoncé. Même si les autres six confessions vont aussi dénoncer, les autres seraient sous la croupe de la Mouka, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a déjà une influence politique derrière la désignation des membres de la CENI. Nous disons non, nous ne voulons pas que la CENI tombe ni sous l'inféodation du pouvoir, ni sous celle de la Mouka. Nous voulons une CENI, en tout cas un président de la CENI, qui sera plus indépendant que hier, en tout cas. Qu'il soit indépendant et que les résultats qu'il va publier en 2023 puissent être conformes au vote du peuple. Parce que nous l'entendons, la rhétorique actuelle d'un certain camp politique, où ils disent, bah écoutez, c'est notre pouvoir, nous allons le garder à n'importe quel prix, quitte à donner des armes à nos militants, mais que nous gardions ce pouvoir-là. Nous disons non. Le pouvoir, il est au peuple. C'est le peuple qui va décider s'il va vous le redonner en 2023 ou pas. Et dans le cas où il décide de ne plus vous le redonner, eh bien le président de la CENI, lui, ne doit pas subir des injonctions de qui que ce soit pour pouvoir proclamer des résultats contraires à ce que le peuple va décider en 2023. C'est tout l'enjeu. À ce stade, étant donné que les confessions religieuses ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, vous, le FCC, vous aviez dit que vous n'allez pas envoyer vos délégués tant qu'un consensus n'est pas trouvé au niveau des confessions religieuses. La Mouka de même, au sein de l'Union sacrée, ensemble de Moïse Katumbi, et parle le même langage, voire même l'UNC de Vital Kamerhe parle le même langage avec vous. Est-ce que, à ce stade, l'Assemblée nationale ne peut-elle pas prendre ses responsabilités? Je vais en venir. À ce stade, d'abord, nous, au centre, nous avions proposé de revoir la loi elle-même. Parce que nous pensons que c'est la loi qui porte en elle les germes de cette impasse.
Premièrement, d'abord pour diluer le pouvoir du président de la CENI, c'est ce que nous demandions, parce qu'on ne peut pas avoir un président tout-puissant qui décide sur tout. On a vu en 2018, le président de la CENI nous présentait les résultats, et lorsqu'on demande mais, les résultats bureau de vote par bureau de vote, il dit non, il n'y en a pas, ils ne sont pas disponibles, d'ailleurs ce n'est pas une obligation légale. Mais à l'époque, c'est vous qui étiez au pouvoir. Pas à la CENI. Nous disons simplement que nous ne voulons plus revivre cela. Un président de la CENI qui peut décider de donner des résultats sans aucune transparence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous ne voulons pas, nous voulons que les décisions qui seront prises au cours du bureau, dans le bureau de la CENI, de la future CENI, soient le résultat d'une gestion collégiale. Que ce ne soit pas le président seul qui prend les décisions, mais que ce soit entre ses collègues. Donc, avec ses collègues, il décide à tous les niveaux toutes les décisions qui doivent être prises. Ça, c'est la première réforme que nous demandons dans cette loi-là. La deuxième, c'est que, au lieu que les composantes, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile, y compris les confessions religieuses, ne choisissent en avance qui sera président, qui sera premier vice-président, qui sera deuxième vice-président, que la procédure ne soit plus comme celle-là, mais que chaque composante envoie ses délégués dans le nombre qui sera imparti, et que ces délégués-là, en interne, fassent un peu comme ça se passe à la Cour constitutionnelle, une élection. Ils se choisissent entre eux. Nous pensons que c'est une manière de pouvoir neutraliser les influences politiques en interne, et non pas comme ça se fait aujourd'hui en externe. Voyez-vous? Parce que ça bloque la machine. Donc, que cela se fasse en interne, et ainsi, les influences politiques se neutralisent, mais au moins nous aurons avancé, nous aurons eu des gens qui sont un peu plus indépendants. Mais Rodrigue Mwamba, à ce stade, maintenant, comme l'Union sacrée considère que la démocratie c'est seulement la dictature de la majorité, nous disons non. C'est vrai, la démocratie c'est la majorité qui décide, mais il faut respecter le droit de la minorité ou de l'opposition que nous sommes. Voyez-vous? Et ça, cette dernière partie, ils ne le comprennent pas. Ils veulent faire du forcing. Ils estiment que comme ils ont déjà voté la loi, le président de la République l'a promulguée, on ne peut plus reculer. Ok, mais ce que nous disons, c'est que nous devons y aller quand même, tous en voyant les choses dans la même direction. Dans ce cas-là, il faut que les gens se parlent. Et nous nous tournons non pas vers l'Union sacrée ou l'Assemblée nationale, parce que nous savons que ce sont des sourds. Nous tournons vers le président de la République pour lui dire, monsieur le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est à vous, en tout cas, de favoriser ce consensus-là. Le président, lorsqu'il prête serment en 2019, il prononce un discours où il reconnaît que les Congolais sont divisés, notamment sur la question électorale, avec toutes ces histoires de vérité des urnes, etc. Et le président avait trouvé qu'il était important d'organiser un forum de réconciliation et de paix. Nous disons que c'est le moment aujourd'hui de mettre les Congolais autour d'une table, parce qu'il n'y a pas que les élections. Il y a le fonctionnement de la justice, il y a le social, les infirmiers sont en grève, etc. Beaucoup de corps sociaux sont en grève. Il y a l'insécurité à l'Est, les guerres communautaires, etc. Tout cela, les Congolais ont besoin d'affronter les élections dans un sentiment de réconciliation et en voyant les choses dans la même direction. Donc nous pensons, Monsieur le Président de la République, c'est le moment de convoquer ce forum, de mettre les enfants du Congo autour d'une table, que nous parlions pour taire nos divergences, surtout en matière électorale, et que nous abordions cette question ou les élections de 2023 de manière consensuelle. Sans cela, on expose le pays à d'autres crises et donc à une fragilisation de nos institutions et donc à un frein démocratique et un frein de notre développement. Mais cela ne risque-t-il pas, ce dialogue, de repousser la tenue des élections en 2023? Parce que il faut, si vous voulez organiser le dialogue, il faut commencer par aller pour parler. Et là, chacun viendra avec son agenda. Et puis moi, pour que je puisse accepter, il faut ça partage du pouvoir, paf. Et puis en 2023, il n'y a pas d'élection. Non, en tout cas pour le centre, nous le disons, le débat politique, il peut être sincère. On peut aller, lorsqu'on constate qu'il y a un problème, on peut discuter sans forcément viser que les postes. Si ça ne tenait que de nous, et nous le disons, nous ne demandons pas, nous ne sommes pas demandeurs de postes. Au centre, nous disons qu'il faut que ce gouvernement, si c'est la volonté du président, que ce gouvernement reste jusqu'en 2023 pour s'occuper justement du social et de la sécurité du peuple. Ça, c'est le plus important et c'est le plus urgent.
Mais à côté, il y a les élections qui sont tout aussi importantes parce que c'est un moment de la vie où nos institutions sont éprouvées. Et donc, c'est très important que nous puissions les aborder de manière avec une vue commune, consensuelle. C'est pourquoi nous disons que ce dialogue-là, ou ces pourparlers-là, ne devrait pas avoir pour finalité le partage de postes, mais plutôt un consensus sur comment est-ce que nous allons organiser les élections 2023, comment est-ce que la justice devrait désormais fonctionner, comment est-ce que la justice sociale serait assurée dans notre pays et les acquis sociaux seraient assurés. Voilà la question, voilà les vraies questions. Et ça, on peut les débattre sans forcément, en étant sincère, sans forcément avoir en tête qu'il faut qu'il y ait un partage de postes après. Continuons toujours par rapport aux matières de la session parlementaire de septembre. On a tous appris, avec peut-être étonnement, avec surprise ou avec joie, que la loi Tchani n'a pas été retenue. Vous êtes, apparemment, vous êtes satisfait? Écoutez, la loi Tchani, nous avons toujours considéré que c'était une très grosse idiotie qui était tout à fait inopportune et qui ne cadre même pas avec ni l'histoire du Congo, ni la mentalité du Congo, mais aussi nous avions pensé que c'était une loi dangereuse pour le pays, parce qu'elle venait tuer le consensus de 2002, de Sun City en tout cas. Parce que les enfants du Congo, qui chacun était dans son coin à la guerre de 98, etc., cette guerre qui avait divisé le pays en plusieurs morceaux, avec 9 armées étrangères sur notre sol, le pays était au bord de la balkanisation. Et ça faisait les affaires de plusieurs groupes d'influence occidentaux et des hommes d'affaires véreux occidentaux qui voulaient voir ce pays se diviser. Mais malheureusement, les enfants du Congo, malheureusement pour eux, les enfants du Congo ont dit non, ont voulu se rassembler. Et parmi les éléments de ce consensus qu'ils avaient trouvé à Sun City, il y avait la question de la nationalité. Parce qu'ils ont jugé que pour être Congolais et jouir des droits en tant que Congolais, il fallait avoir au moins un parent congolais qui appartient aux groupes ethniques qui, lorsque le Congo devient Congo, ce groupe ethnique-là était au Congo. C'était une belle trouvaille qui a cimenté notre unité, qui a mis fin à cette menace de balkanisation. Mais il y a quand même quelqu'un qui, pour le besoin de buzz, qui pour le besoin de calcul politique, vient relancer ce débat sur la place publique, tout en ne sachant pas qu'il joue avec le feu de la balkanisation, qui y est plutôt évité ou éteint grâce au consensus de 2006. Le feu est évité. Au consensus de... le feu est évité. Croyez-vous que l'Assemblée nationale a eu peur de la grogne de la population ou c'est l'Union sacrée qui a eu peur des menaces de Moïse Katumbi? Parce que Moïse Katumbi disait qu'au cas où cette loi était programmée pour la session de septembre, il quitterait l'Union sacrée. Mais moi, je pense que cela témoigne plutôt de l'inutilité de l'Union sacrée. Voyez-vous, c'est quoi l'Union sacrée? C'est un machin sans tête ni queue. Ça n'a aucune structure. Je doute même qu'ils fassent des réunions entre eux. Parce que s'ils faisaient des réunions, au moins, il n'y aurait pas un député de l'Union sacrée qui aurait porté cette loi-là à l'Assemblée nationale. On n'aurait pas vu le président de l'Assemblée nationale défendre le débat de cette loi-là. Voyez-vous? Donc je pense que l'Union sacrée, c'est un machin totalement inutile qui ne sert pas les intérêts ni la vision du président de la République actuellement. Donc malheureusement pour eux, ou malheureusement pour le président de la République, il n'a pas autour de lui des gens des fins stratèges et un mouvement cohérent pour porter ses idées, malheureusement. Peut-être que c'est le moment pour le président de la République de penser les choses autrement, mais l'Union sacrée a prouvé son inutilité. Il y a des oppositions entre eux, et c'est grave. C'est grave lorsque vous êtes une majorité présidentielle. C'est grave. Ça, c'est grave. Voilà, c'est Rodrigue Mwamba qui est notre invité de ce soir. Il est, je rappelle, porte-parole du regroupement Le Centre de Germain Kambinga, un regroupement au sein de l'Union sacrée. Nous allons parler de notre deuxième... du FCC. Excusez-moi, du FCC, vous n'êtes pas de l'Union sacrée parce que il y a d'autres partis politiques qui se réclament être du FCC, mais ils sont au sein du gouvernement, donc vous comprenez un tout petit peu. Nous allons parler de notre deuxième sujet. Il s'agit bien de cette marche de la Mouka, la marche qui a été organisée le 15 septembre
le 15 septembre qui coïncidait avec la rentrée parlementaire. Selon l'organisateur, la marche a été organisée pour dire non à la politisation de la CENI et mettre la pression pour dire non au glissement en 2023. Croyez-vous que l'objectif brandi par les organisateurs tenait debout? Non, effectivement, à 100%. À partir du moment où il y a cette manœuvre qu'il y a à l'Assemblée nationale de passage en force pour entériner des gens qui ne sont jamais passés par une commission paritaire, parce que la commission qui existe là à l'Assemblée nationale est tout sauf paritaire, donc c'est illégal tout ce qu'ils sont en train de faire. À partir du moment où il n'y a pas de procès-verbaux qui ont été déposés pour désigner les candidats aux différents postes du bureau de la CENI et même de la plénière, nous disons que ce qui se passe là-bas, c'est une forfaiture. Et c'est un passage en force, et c'est une imposition d'une pensée unique. Et surtout, on veut prendre en otage l'expression de la volonté populaire, parce qu'en 2023, il faudrait une CENI qui puisse être le catalyseur simplement de la volonté populaire, au lieu d'être inféodé à un camp politique pour proclamer leur président et leurs députés nationaux et provinciaux. Et vous, d'ailleurs, du FCC? Et nous pensons que l'AMOCA a tout à fait raison de sortir. Voilà pourquoi vous avez soutenu sa démarche. Bon, écoutez, je n'ai jamais vu de communiqué officiel du FCC pour soutenir la démarche ou la marche de l'AMOCA. Nous pensons qu'il... Peut-être l'AMOCA ne se sent pas à même de rivaliser avec l'Union sacrée du point de vue des idées ou du point de vue du poids politique au sein des institutions. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi la rue. Mais nous disons que l'opposition, il faut être subtil, il faut être intelligent, il faut savoir quand est-ce qu'il faut savoir choisir ses moments. Maintenant, le plus important, c'est que cette marche qui est l'expression du peuple, qui est... Je veux dire, c'est un droit du peuple qui lui est garanti par la Constitution. Nous avons plutôt remarqué, et cette marche a plutôt brillé dans la répression qu'il y a eu. Pas seulement sur les journalistes, parce qu'on parle beaucoup de journalistes. On parle de 0 mort, 0 blessé. Mais je veux dire, il faut voir les moyens qui ont été déployés pour la répression. C'est à chaque coin des rues. Ils n'ont même pas laissé les gens se rassembler. Voyez-vous? C'est encore bien qu'on laisse les gens se rassembler et ensuite qu'on les disperse. Mais là, ils n'ont même pas laissé. Et voyez les moyens colossaux qui ont été déployés pour réprimer. Pourtant, ces mêmes moyens pouvaient être déployés pour encadrer et laisser les gens marcher. Tout simplement, on aurait su si effectivement la MOCA avait pu mobiliser ou pas. Mais là, on ne sait même pas comptabiliser. Voyez-vous? Parce que à la source. Mais quand on parle de 0 mort, 0 blessé, est-ce que... Mais c'est parce qu'il n'y a eu personne dans la rue. Mais vous voulez qu'il y ait des morts ou des blessés? Non, non monsieur. Mais à l'époque où vous étiez au pouvoir, on comptait des morts, des blessés. Est-ce que vous savez nous n'étions plus au pouvoir, il y a 50 morts du Bundu dia Congo qui ont été reprimés ici au Congo central? Human Rights Watch en a parlé. Vous connaissez au Katanga, les Bakata Katanga qui sont sortis dans la rue sans armes, qui ont été tués à bout portant par la même police? Non, je pense que comparaison n'est pas raison, on n'est pas dans ça. Ce n'est pas ça le sujet. Mais le plus important, ce que nous lui disons, c'est qu'il y a eu un recul démocratique. Parce qu'on a violé le droit à un peuple à pouvoir s'exprimer librement à travers la marche, parce que nous sommes dans un régime d'information et non pas dans un régime d'autorisation. Si on peut comparer, vous avez dit comparaison n'est pas raison, mais si permettez-moi quand même de comparer le système de répression de l'époque de Joseph Kabila. Celui-ci est le plus sophistiqué. Et les systèmes de répression de Félix Tshisekedi. On peut dire quoi? Est-ce qu'il y a, contrairement à l'époque de Joseph Kabila, il y a progression ou régression? Il y a une régression démocratique et c'est net. Aujourd'hui, tous les efforts sont fournis pour réprimer et non pour encadrer. Rappelez-vous que les marches qu'il y avait à l'époque de Kabila, c'était pour casser. C'était pour piller les bus Transco. Combien on en payait les frais? C'était ça, les marches à l'époque. Et après, lorsqu'il y a des bévues policières, on martyrise les gens. Voyez-vous? Mais c'était ça aussi les marches à l'époque. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue.
Le FCC a fait une marche sans on dit aucun mort, mais il faut dire aussi qu'il n'y a aucune casse, n'est-ce pas? Aucune destruction méchante. À l'époque, lorsque les gens marchaient, il fallait cacher son véhicule. C'était ça à l'époque. Les gens devaient cacher leur véhicule. Si vous sortez, vous risquez d'avoir une pierre. Les gens étaient obligés de faire ça, un signe de main, lorsqu'ils devaient passer à un certain limité. Ils étaient obligés de le faire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voyez-vous, on dit 0 mort, mais il y a aussi 0 casse, il y a aussi 0 destruction méchante. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui. Dans tout cela, qui sort gagnant? Est-ce que c'est la Mouka? Est-ce que la machine à répression de l'Union sacrée? Est-ce que c'est le gouvernement? Parce qu'il y a 0 mort, 0 blessé. À mon avis, c'est la machine à répression de l'Union sacrée qui a vaincu le peuple, tout simplement. Qui a réussi à mater la liberté d'expression, tout simplement. Et ça, c'est regrettable parce que ça constitue un recul démocratique. Ça constitue un recul démocratique, dit Rodrigue Mwamba. Vous, le FCC, je le disais tantôt, vous avez soutenu, même de loin, on ne vous a pas vu sur terrain. Vous avez soutenu, vous personnellement, vous avez soutenu la marche, mais on aurait dû quand même vous voir sur terrain. Je n'ai pas soutenu la marche, j'ai pensé que c'était... Moi, je n'ai pas condamné non plus, je pensais que c'était leur droit. C'est un droit constitutionnel, ils n'ont qu'à l'utiliser. Nous pensons qu'il y a d'autres stratégies. Mais on a suivi beaucoup des cadres du FCC soutenir, applaudir. Non, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait à titre individuel. Je vous dis qu'il n'y a aucune décision ou communiqué de l'organe officiel aujourd'hui du FCC, le comité de crise, ou la conférence des présidents, qui soit allé dans ce sens-là. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc je ne peux pas dire que le FCC a soutenu la démarche de la Mouka. Nous pensons que dans ce moment-ci où nous réclamons un consensus, la confrontation n'est pas nécessaire. Il nous faut absolument aller plutôt dans les pourparlers, essayer de parler avec nos geôliers, ou je vais dire le pouvoir actuel, pour pouvoir justement avoir des vues conciliantes au niveau pour l'organisation des élections. Alors, est-ce qu'il faut absolument que les gens aillent dans la rue, que la vie des citoyens soit perturbée? Je pense que ce n'est pas le moment. Nous avons encore beaucoup de temps, et si jamais nos tentatives de demande de pourparler échouaient, en ce moment-là, nous lèverons d'autres options au FCC. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la confrontation dans la rue. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la confrontation dans la rue pour le FCC, mais pour la Mouka, non. On continue. Et une série de marches est lancée. Le 29, il y aura une autre marche. Vous allez soutenir? Non, je dis, nous aurons la même attitude. Ça sera le même objectif. Nous aurons la même attitude. À partir du moment où l'objectif poursuivi est le même, nous ne pouvons pas condamner la Mouka. Voyez-vous, nous pensons que la démarche de la Mouka, d'abord, elle est fondée, elle est légale et constitutionnelle. Donc, qui sommes-nous pour condamner cela? Voyez-vous, ça c'est la première chose. Maintenant, deuxièmement, nous disons que si c'est leur stratégie à eux, nous on applaudit, pourvu que ça puisse appuyer la nôtre, si l'objectif est le même. Pourquoi est-ce que nous allons combattre? On a le même objectif, donc à partir de ce moment-là, on ne se combat pas. On ne se combat pas du tout, on se soutient peut-être à la limite, mais nous disons que ce n'est pas notre stratégie. D'autant plus que la Mouka et FCC aujourd'hui, c'est deux formations politiques différentes, deux regroupements politiques différents, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts en tout cas, mais qui sont dans l'opposition, qui se retrouvent dans l'opposition. Voilà. Et quand on est dans l'opposition, forcément on a le même combat. Voilà. Mais nous sommes en train de constater ce dernier temps, nous sommes presque à la fin de notre émission. Voilà, nous sommes en train de constater ce dernier temps, et le FCC et la Mouka, apparemment, c'est comme si vous êtes en train de parler le même langage. Pourquoi? C'est juste parce que vous êtes de l'opposition tous? Est-ce que vous savez qu'au début de cette mandature ou législature, on a vu l'UDPS et le PPRD parler le même langage? Rappelez-vous de Kabila est sérieux, rappelez-vous de qui combat le FCC, ne veut pas que Fachi finisse son mandat. Donc à partir du moment où vous êtes tous à la majorité ou au pouvoir, vous avez les mêmes intérêts, vous avez intérêt à parler le même langage. Lorsque vous vous retrouvez à l'opposition, vous avez également les mêmes objectifs. Et parfois, malgré vous, vous parlez le même langage. Voyez-vous, parce que vous avez le même objectif. Voilà. Ceux qui ont le même objectif parlent forcément le même langage. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les gens se sont unis? En tout cas, à ma connaissance, non. Et si on devrait s'unir, si on l'a fait, si le PPRD
l'a fait avec l'UDPS en plein jour. Je crois que si le PPRD le fera avec SID ou l'autre parti en plein jour aussi. En écoutant vos langages, que ce soit les langages, les dires, allais-je dire, de la MOUCA, du FCC, ça se lie. Un certain rapprochement. Mais je suis en train de vous dire que parfois, malgré vous, lorsque vous avez les mêmes objectifs, vous parlez le même langage. Vous paraissez, comme vous dites, proche. Mais est-ce que la chose a été formalisée? Non. Est-ce que les discussions ont même été entamées? Non. Ça, je peux le dire ici. La chose n'a pas été encore formalisée, mais même les discussions, selon vous, croyez vous croyez que c'est possible? Pourquoi pas? Pourquoi pas à partir du moment où nous poursuivons les mêmes objectifs? Vous savez, la politique, elle est comme ça. Le PPRD, l'UDPS a dû pactiser avec le PPRD pour ses premières années au pouvoir. Ils ont dû le faire, c'était le besoin de la cause. Et si la MOUCA pense qu'il faut pactiser avec le FCC pour le besoin de la cause, pourquoi pas? À ce moment-là, pourquoi eux n'auraient pas ce droit-là? Pourquoi? Il faut quand même qu'on s'interroge. Pourquoi eux n'auraient pas ce droit-là? L'UDPS a bien eu le droit de le faire. À ce moment-là, il va se poser un problème de leadership. Parce que, non, je ne pense pas. Est-ce que ça sera Kabila qui sera leader? Est-ce que ça sera Fayoulou? Non, je ne pense pas. Ça risque de vous diviser. Je crois que chacun connaît la force du FCC. On connaît tous ce que vaut la MOUCA. Aujourd'hui, on connaît tous ce que vaut le FCC également. Donc je crois que les rapports de force sont clairs. S'il faut se coaliser demain, je pense que c'est le FCC qui prendra le leadership, tout simplement. Mais il y a certains membres du FCC qui disaient jeter leur nom au cas où les FCC se rapprochaient de la MOUCA. Ça serait une sorte de cautionner, d'accepter le leadership de Fayoulou. Pourquoi? Le leadership de Fayoulou sur quoi? Comment? Comment? Parce que nous sommes en train de comprendre, de voir tout ce que la MOUCA est en train de faire. Le FCC approuve. Le FCC salue. C'est-à-dire qu'au moment où vous serez ensemble, certainement c'est la MOUCA qui serait leader de ce regroupement. Ce n'est pas tout ce que la MOUCA fait. La MOUCA a proposé un plan de sortie de crise que nous n'avons pas forcément approuvé. Nous n'avons pas forcément adhéré à cela. La MOUCA veut confier la CENI totalement aux mains de la société civile. Ce n'est pas notre approche, ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que nous pensons que la société civile elle-même, elle est politisée, tout simplement. Donc il y a quand même encore des points de discorde, même si nous disons que sur le point de la marche, c'est essentiellement là. Sur le point de la marche, c'est leur droit le plus basique et qu'il leur est reconnu par la Constitution. On ne peut pas combattre cela. Maintenant, sur l'approche de vision ou de programme ou simplement des buts, à partir de ce moment-là, il y a encore des choses qu'on peut discuter si jamais on devra se mettre ensemble. Et d'ailleurs, en ce moment-là, c'est clair, la MOUCA aujourd'hui n'est pas comparable au FCC sur le plan de l'ancrage populaire, sur le plan de l'ancrage au niveau du territoire national, ce n'est pas la même chose. Donc il faut quand même être réaliste et voir que la machine FCC aux élections, la MOUCA ne ferait pas face. Donc à partir de ce moment-là, il faut voir les choses en face. C'est vrai, Martin Fayoulou, où est-ce qu'il est? On ne lui refuse pas son aura. Mais voyez-vous, l'aura n'est pas la seule chose qu'on met dans une balance lorsqu'on discute pour faire une alliance. Après, il y a des choses à apporter, et ça, nous pensons, nous avons plus à apporter que lui. Est-ce que nous pouvons douter de l'aura de Joseph Kabila aujourd'hui, par exemple? On peut voir Joseph Kabila, Martin Fayoulou côte à côte dans ouais, c'est possible, pourquoi pas, c'est des opposants. Sur la rue, en train de marcher. Voilà, merci, docteur Rodrigue Momba. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. Merci, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Nous disons au peuple congolais que le pouvoir lui appartient. Lorsque les élections de 2018 se sont passées, ils ont vu un chef de l'État à 47 ans qui avait les institutions
pour lui, qui le soutenait, le Parlement, qui était son soutien, qui a vu l'armée, qui avait l'armée entre ses mains, la police entre ses mains, il a laissé le pouvoir. Parce que le peuple l'avait demandé, parce que le peuple l'avait décidé. Et que c'est un opposant historique et farouche, son opposant historique et farouche qui prenait le pouvoir, qui n'avait pas d'armée, qui n'avait aucune institution qui le soutenait. Aujourd'hui, devenir président de la République. Mais plus que ça, plus tard, ce président va même rompre l'alliance qu'il avait signée avec Joseph Kabila. Et les gens ont attendu, le ciel n'est pas tombé, la terre non plus n'est pas montée au ciel. Et le peuple congolais a compris que le pouvoir, c'est lui qui le détient. Et donc le peuple ne peut pas laisser des gens ou un groupe politique s'accaparer de ce pouvoir-là pour proclamer des résultats en 2023 qui ne seront pas conformes au choix que lui aura fait aux élections de 2023. C'est au peuple de le comprendre. La lutte que nous faisons pour un consensus, pour les animateurs de la CENI, ce n'est pas une lutte de positionnement personnel ou égoïste. C'est pour que le choix qu'il fera en 2023 soit respecté par ceux qui vont diriger la CENI demain. Merci beaucoup, c'était Rodrigue Mwamba. Il est porte-parole du regroupement Le Centre de Germain Kambinga. C'était lui notre invité de ce soir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention que vous nous avez accordée pendant 45 minutes pour parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a aidé à arriver chez vous. Un grand merci à Héritier Toumba, un grand merci à toute l'équipe de Télé Plus autour du plan. C'en est fini pour ce soir. Salutations spéciales, je la réitère à Evelyne Zalé. Depuis Evelyne, salut. Voilà, parce que c'est une téléspectatrice fidèle de notre émission autour du plan. Voilà, c'est la fin et on se retrouve dans la prochaine.